Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va aborder un sujet qui est très fortement d'actualité. On l'a intitulé Réchauffement climatique, comment faire passer vos salariés à l'action. Parce qu'effectivement, le réchauffement climatique, ça concerne tout le monde. Vous voyez ça aux informations, dans les actualités, le matin, le soir, le midi. Et donc, pour en parler aujourd'hui et voir comment on peut le mettre en œuvre au sein même de l'entreprise, je reçois Jessica Heur et Sylvain Le Tourny d'Oracle. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Christophe. Jessica, je te laisse te présenter. Alors, Jessica R, je fais partie d'IBM et en particulier d'IBM Consulting. Donc, je suis en charge de la partie talent et transformation d'IBM Consulting. Sylvain, je te laisse te présenter, même si on te connaît un petit peu chez nous. Ouais, donc Sylvain Tourmy, je suis directeur de la stratégie pour les applications en Europe du Sud chez Oracle, particulièrement spécialisé sur le sujet des ressources humaines. Je dis peut-être quelques mots sur Oracle. Ouais. C'est un petit peu. Donc, Oracle, c'est 130 000 collaborateurs, 40 millions de dollars de chiffre d'affaires. On est plus qu'un éditeur de logiciels, on est un acteur technologique complet. Et on est particulièrement spécialisé sur la gestion des ressources humaines avec un scope de couverture fonctionnelle qui va de la gestion administrative à la gestion du recrutement, onboarding, gestion des talents, rémunération, formation, HR helpdesk, reporting, voilà, une couverture très très large. Et aujourd'hui, c'est une communauté de 3500 clients dans le monde. Et voilà, et puis on est reconnu pour être très en pointe sur les sujets d'innovation. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Alors, première question, pourquoi Oracle et IBM? Vous faites quoi ensemble exactement? Alors, Oracle et IBM, on travaille beaucoup ensemble. Oracle, on est des partenaires stratégiques en fait sur différents domaines. Sylvain a mentionné la RH et effectivement, ce qu'on va faire, c'est mettre en place les solutions Oracle sur la partie RH chez nos clients qui sont souvent des gros clients à l'échelle internationale. Et en fait, aussi développer la partie innovation et changement de culture, donc driver la transformation RH de l'entreprise en partenariat avec Oracle. Mais aussi, on travaille sur la partie finance et supply chain. Ça marche. Alors, par rapport à ce sujet, par rapport au sujet du développement durable dans l'entreprise, donc la grande question qu'on va vous poser ce matin, c'est quelles actions concrètes on peut entreprendre pour le développement durable en entreprise. Et premièrement, qu'est-ce que font les entreprises actuellement par rapport à ça? Alors peut-être que je peux donner un petit peu de contexte par rapport à ce sujet. Le point sur lequel on voulait insister ce matin, c'est qu'effectivement, le sujet du changement climatique ou les grandes thématiques sociétales sont des sujets qui nous concernent tous, sont des sujets sur lesquels toutes les entreprises travaillent, elles redéfinissent leur raison d'être. C'est un sujet, on le sait, très important et porteur de sens pour les collaborateurs. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces belles volontés des uns et des autres ne restent pas juste une façade. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ces accords qui sont signés dans les entreprises, qui définissent, on va dire, la politique des entreprises dans ces domaines-là, puissent être actionnables, lisibles, compréhensibles par les collaborateurs au quotidien, et pour faire en sorte, avec les outils qu'on a, nous, par exemple, dans le domaine des SIRH, pour faire en sorte que ces outils-là deviennent un véhicule qui rend compréhensible cette politique et qui permettent aux collaborateurs de s'engager dans le cadre des accords qui sont mis en place dans les organisations à cette fin-là. Et donc, on a eu la chance de travailler avec IBM qui a, sur la base des outils d'Oracle, conçu des outils préconfigurés qui permettent d'adresser ces sujets-là. L'enjeu, en fait, c'est un peu de passer des abstractions à de l'expérientiel. Et en fait, pour faire ça en entreprise, c'est vrai que la technologie est un gros levier, surtout si c'est extrêmement décentralisé et si on parle de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Et du coup, on croit beaucoup à ces plateformes expérientielles, en fait, qui permettent aux collaborateurs de contribuer de manière
proactive ou en fait réactive, donc ça, on peut aussi en parler, aux différentes initiatives de développement durable qu'entreprennent les entreprises. Justement, sur ce point, je rebondis, Jessica. En fait, pourquoi est-ce qu'on a travaillé, on va dire, sur cette démarche, comme le disait Jessica, de démarche expérientielle? C'est-à-dire qu'historiquement, on est plutôt équipé d'outils qui ont été conçus à une époque où, en particulier dans le domaine RH, hein, qui ont été conçus à une époque où ce que l'on recherchait, c'était essentiellement de la productivité. Donc ces outils-là, qui ont été conçus il y a 20, 30 ans, portent leur attention essentiellement sur un sujet qui est la gestion des transactions, des self-service. Et la finalité, c'est de gagner, on va dire, en performance. Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, avec les enjeux de société auxquels on fait face, ce qui compte pour nous maintenant, c'est plutôt l'engagement en fait, des collaborateurs dans ce contexte. C'est le sens qu'on va réussir à créer, c'est la pertinence des informations qu'on va leur amener, la cohérence entre le discours et les actions au quotidien. En fait, c'est l'alignement complet entre la stratégie d'entreprise, la communication, et puis ce que le collaborateur vit dans l'entreprise. Et donc, pour faire ça, on a dû, on va dire, travailler beaucoup plus spécifiquement sur le contexte qui vient vers les collaborateurs, la personnalisation de leur expérience, pour décliner l'intention en action qu'ils peuvent entreprendre. Donc voilà, donc ça change fondamentalement la nature du système, et c'est pour ça qu'on a conçu, nous, de notre côté, du côté d'Oracle, une plateforme qu'on appelle Oracle HCM Cloud, qui est, on va dire, préconfigurée par IBM. Alors, je vais poser une question à nos participants avant qu'on aille plus loin. Est-ce que vous avez mis, vous, dans votre entreprise, en place des actions pour sensibiliser les collaborateurs au développement durable? Sylvain a parlé de politique, d'accord, mais il y a encore assez peu d'entreprises qui ont mis en place des accords avec des effets, entre guillemets, visibles. Est-ce que vous, dans vos entreprises, vous avez des actions de sensibilisation, des actions concrètes à nous remonter? Vous pouvez me répondre dans le chat. Fresque du climat, lancement de AXA Climate School, ok. Alors, c'est quoi AXA Climate School, Nadia? Charte de bonnes pratiques en cours de rédaction. Fresque du climat en cours de déploiement. Fresque du numérique. Module e-learning, semaine de la RSE. Ok, fresque du climat. Stratégie climat chez Harmonie Mutuelle, avec de la formation auprès des collaborateurs. Donc alors, de ce que je vois pour l'instant, on est vraiment dans de la com très descendante, c'est-à-dire on informe. Mais est-ce qu'il y a des actions que vous avez mises en place qui incitent le collaborateur à entrer lui-même en action? Alors, tri des poubelles, Jonathan, ça c'est une action. Ça paraît simple, mais finalement, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure avant de démarrer. J'ai reçu ma facture EDF qui a doublé. Donc, j'ai demandé à mes collaborateurs de se calmer un petit peu sur les 22-23 degrés de chauffage et de revenir à une température de 19. Voilà, ça, c'est des actions concrètes qui font peut-être sourire, mais défi ma planète en cours d'études, présentation de projet RSE pour l'instant. Ok, compostage. Comprendre le changement climatique et comment agir, ok. Favoriser le covoiturage, température dans les bureaux à 19. Bon, je vois qu'il y a beaucoup d'actions, donc ça parle à tout le monde. Bio, baisse conso énergie, tri des poubelles, vélo de fonction, plan de sobriété, ok. Ah, ça répond fort, hein. Donc c'est déjà une bonne chose. Jessica, tu peux nous donner, on avait parlé pendant la présentation de micro-doing. Oui. Parce que finalement, c'est ça. Alors déjà, est-ce que tu peux vulgariser un peu ce terme? C'est quoi le micro-doing? Alors, peut-être en amont, c'est vrai qu'au vu des réponses là qu'on a des participants, en fait, quand on pense au passage à l'action auprès des collaborateurs, c'est vrai qu'on pense souvent à la partie apport de connaissances, sensibilisation et si on va un peu plus loin, inspiration.
Et c'est vrai que les choses qui sont menées, c'est souvent effectivement des messages assez top-down, mais qui donnent une direction stratégique sur pourquoi on fait du développement durable et en quoi c'est en lien avec les orientations stratégiques et l'ADN de l'entreprise si on va encore plus loin. Et on met en place des modules de formation, d'e-learning, de sensibilisation qui peuvent passer par typiquement une plateforme expérientielle, mais ça reste quand même la consommation d'informations et ça reste quand même de l'ordre des connaissances. Et donc, le micro-doing, en fait, c'est justement de passer à l'action, mais il y a plusieurs façons de faire et ça touche différents moteurs psychologiques et humains. En fait, c'est pas forcément juste consommer de l'information et des connaissances, mais c'est aussi finalement être rewardé de ce qu'on fait, de sentir une valorisation, de sentir que par rapport à la perception qu'on a de nos actions, on arrive à se sentir en fait à faire partie d'une culture, à faire partie d'une... Engagé. Voilà, engagé, exactement. Exactement. Et donc, le micro-doing va toucher sur ces moteurs-là. Et donc, typiquement, ça va être des moteurs, par exemple, de gamification. Donc, chez nous, IBM, on a quelque chose qui s'appelle IBM Volunteering, par exemple, où à chaque fois qu'on se porte volontaire sur une action en fait, menée par une association ou une entreprise sociale, on va accumuler des points. Et ces points vont pouvoir être convertis en euros ou en dollars qui vont être reversés ensuite à une autre association caritative, par exemple. Et donc, ces moteurs-là qui sont, oui, je vais accumuler des points, oui, je vais être valorisé auprès de mes pairs, auprès de mon management, etc. C'est ça qui drive le micro-doing. Après, sur la façon de faire, donc il y a des façons plus ou moins coercitives, j'allais dire. Sur les façons un peu coercitives, ça serait par exemple d'avoir dans les objectifs personnels ou dans une partie de la rémunération qui est indexée à finalement, est-ce qu'on entreprend des actions à visée de développement durable, ou alors il y a des actions moins coercitives qu'on appelle des nudges, et qui consistent en fait plus à donner ce petit coup de coude sans qu'on ait vraiment conscience de ce qu'on fait, mais voilà, par exemple, trier les déchets, mais sans vraiment s'en rendre compte, parce que c'est assez ludique, la façon de présenter les choses. Et donc, on va vouloir trier les déchets, mais plus pour jouer. Voilà. Donc, ou alors prendre les transports. Et donc, à chaque fois qu'on prend les transports au lieu de la voiture, hop, on a 5 points à réutiliser pour d'autres choses, etc. Voilà, c'est ça un peu le principe du micro-doing. Ok. Et donc, comment alors, il y a forcément, là, on a interrogé les participants, donc maintenant, eux nous interrogent. Donc, question d'Aurélien, c'est exemple concret de micro-doing et de reward de ces actions. Et puis, il y a Benoît qui demande, mais via quelle plateforme vous faites cela? Alors, sur les plateformes, il y a pas mal de plateformes, par exemple, de nudging. Je pourrais citer Oumu ou alors 50. Typiquement, c'est des plateformes, en fait, qui sont des entreprises qui sont basées sur ce principe de nudge. Mais l'idée, c'est d'incorporer justement dans les plateformes expérientielles qu'on met en place, et donc typiquement ce qu'on va voir tout à l'heure, justement ces petites actions qui incitent à faire le bon geste ou la bonne action. Donc je citais tout à l'heure les transports publics, par exemple, mais ça peut être aussi en fait veiller au temps collaborateur et faire en sorte que les collaborateurs de ton équipe soient dans un sentiment de bien-être par rapport à leur travail, etc. Donc, c'est des petites actions qui vont être suggérées voilà, par un mécanisme de recherche de reward ou parce qu'en fait, on n'y a pas pensé, on a oublié, mais en fait, c'est un petit rappel, on va faire la bonne action qui va bien. J'ai une question qui n'a rien à voir. Les grévistes, là, du coup, ils ont combien de points aujourd'hui? Peut-être que je vais te laisser nous montrer un peu. Tu avais une présentation à nous montrer pour illustrer tout ça. Alors, je vais vous montrer. D'accord. Je vais vous montrer en fait effectivement ce qu'on a développé avec Oracle. Est-ce que vous voyez la présentation? Ouais, super. Là, je vais le mettre en plein écran pour que tout le monde voit bien. Ouais, parfait. Donc, l'idée, c'est de créer ce type de plateforme expérientielle qu'on a construit
on va dire, avec la solution Oracle. Donc, il va puiser en fait les bonnes données et les bons modules dans Oracle pour pouvoir offrir ça aux collaborateurs. Et donc, il y a différents modules, en fait, que ce soit sur le parcours de développement durable, sur le bien-être, sur typiquement le learning, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'apport de connaissances, le volontariat, etc. Et donc, si on rentre un peu dans la plateforme, donc typiquement, le parcours, ça va être du coup le parcours qui est suggéré aux collaborateurs, bon, avec des notifications, typiquement, pour dire, OK, vous avez oublié de faire ci et ça, ou alors, petit rappel sur une formation à suivre. Et l'idée, c'est donc d'abord sur la partie inspiration, call to action et connaissance. Là, il y aura une petite vidéo, par exemple, qu'on peut préconfigurer pour le client, mais sinon que le client choisit d'uploader. L'idée, c'est de dire, OK, ça peut être un message du CEO, ça peut être un message des leaders sur pourquoi le développement durable, pourquoi c'est important pour nous, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous et pour notre entreprise. Ça peut être aussi du learning en apport de connaissances, justement. Et sur le learning, effectivement, souvent, ce n'est pas une démarche où l'entreprise crée soi-même tous ces modules de learning, mais ça peut être aussi de la curation de tout ce qui existe sur le marché, que ce soit sur les plateformes MOOC, sur LinkedIn Learning ou alors sur YouTube, tout simplement, et avoir le meilleur contenu, en fait, pour adapter à l'entreprise. Et après, en fait, on va passer beaucoup plus dans l'action. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, par rapport au bien-être, là, on va en fait avoir une plateforme qui permet de faire des actions qui mènent au bien-être des collaborateurs ou à son propre bien-être. Et l'idée, c'est de gagner des points par rapport à chaque action qu'on entreprend. Et donc, typiquement, là, c'est ce qu'on appelle des tasks. Donc, par rapport à ce sujet-là, on va recycler au lieu de jeter, on va prendre voilà, les transports publics, etc., etc., etc. Et à chaque fois, en fait, pour chaque action, pour chaque task, on a un award, une récompense de X points. Et l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça, ces points, comment on les utilise après. Donc, nous, chez IBM, effectivement, ce sera une donation, mais ça peut être autre chose. L'idée, c'est de rendre les actions ludiques et à la portée de tout le monde. Voilà, exactement. Et c'est des actions qui sont... il n'y a pas trop d'efforts, on va dire. Tu vois, il y a une question de Carole, et en fait, comme j'ai un peu le même esprit que Carole, j'allais la poser, et Carole dit, est-ce que les actions sont vérifiées? Alors, je ne sais pas si je l'ai ici, mais alors, par exemple, on va choisir cette action-là, et on a en fait une déclaration sur l'honneur. Donc, voilà, c'est de se dire, OK, je confirme que j'ai vraiment fait l'action et je ne suis pas en train de mentir juste pour accumuler des points. Voilà. OK. Bon, de toute façon, on est dans une démarche volontaire. Il y a quand même assez peu d'intérêt à s'amuser à tricher sur ce type d'action. Exactement. Oui. Donc là, effectivement, il y a une notion de confiance parce que on sait qu'on est dans une démarche justement pour la planète et donc d'autres choses qu'on va voir derrière. Typiquement, là, ça serait une plateforme pour échanger les points qu'on a eus à travers la réalisation des tâches et le micro-doing. Donc échanger ces points contre quelque chose. Donc ça, voilà. Typiquement, non, moi, je citais la donation, mais ça peut être autre chose, d'autres types de récompenses qu'on donne aux collaborateurs. Et pour finir, il y a donc la partie volontariat qui est plus s'engager auprès d'une association ou d'une entreprise sociale pour une durée X. Donc, ça peut être plusieurs mois, par exemple. Et là, en fait, ça réoriente vers un site web dédié qui va proposer toutes les initiatives qui sont à côté de chez vous et vous pourrez contribuer par votre talent à différentes, voilà, différentes initiatives. Voilà. Bon, il y a les questions classiques, hein. On nous demande comment on fait dans le milieu industriel où les collaborateurs ont moins accès à des PC. Donc, comme l'a rappelé Sylvain, la solution, hein, elle est de toute façon disponible en format mobile. Après, comme dans tout type de projet SI, hein,
milieu industriel, vous pouvez aussi mettre à disposition des bornes pour vos collaborateurs. Vous pouvez mettre des écrans dans les salles de pause. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de solutions qui permettent de rendre ces informations accessibles à toutes et à tous. Ça, c'est une question qui nous est régulièrement posée, en fait, même de plus en plus. En fait, ça pose la question en arrière-plan de la vulgarisation de l'identité numérique dans les organisations, parce qu'au-delà de ne pas avoir d'appareil pour se connecter, la plupart des collaborateurs qui sont des cols bleus n'ont pas forcément même d'adresse email, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas listés dans les systèmes. Il y a des façons de se passer de ça. On a certains clients qui ont utilisé, avec l'accord des collaborateurs, leur adresse email personnelle, un mot de passe imprimé sur le dernier bulletin de paye, et juste simplement le fait de scanner un QR code distribué sur un flyer, et le téléphone était le téléphone des collaborateurs. On a un cas dans une société française de construction avec 80% de taux d'adhésion des cols bleus par cette approche-là. Et après, évidemment, le point important, c'est que tout ce que vous avez vu qu'a présenté Jessica, tout ce qu'on développe en fait sur la partie RH est 100% accessible depuis des terminaux mobiles. En fait, c'est même conçu en premier lieu pour être accédé depuis un format mobile. Et après, on le transpose sur d'autres types de formats d'accès. Oui. Il y a Claire qui demande comment on mesure l'impact environnemental numérique d'une telle plateforme et qui dit quid de la déconnexion du temps passé devant les écrans. Alors, j'ai un indicateur sur les data centers, ça s'appelle le PUE, c'est le Power Usage Effectiveness, quelque chose comme ça, ou Efficiency. Et c'est le rapport entre l'énergie qu'on dépense pour faire tourner le data center et l'énergie qui est réellement nécessaire pour faire fonctionner la machine qui est à l'intérieur du data center. C'est déjà un bon indicateur. En France, un data center, c'est à peu près 2,5% c'est un taux à 2,5, ça veut dire qu'on dépense 2,5 kW pour faire tourner le data center. Il n'y a qu'un seul kilowatt qui sert pour les machines. C'est pas extraordinaire. Chez Oracle, on est à 1,1, c'est-à-dire qu'on perd juste 10% d'efficacité. Et deuxième indicateur, qui peut être important aussi, c'est la comparaison entre ce que vous faites, ce qu'on utilise comme énergie en propre quand on fait tourner nos propres solutions en entreprise, comparativement en fait d'utiliser du cloud. On est dans un gain d'à peu près 50% d'économie quand on passe sur quand on arrête nos solutions internes et qu'on passe plutôt sur du cloud. La raison principale, c'est que dans le cloud, ou chez un acteur par exemple comme chez Oracle, l'usage, on va dire, de l'environnement technologique est extrêmement dense, c'est-à-dire que tout ce qui tourne en termes de serveurs sert à faire tourner une application qui est accédée par un utilisateur. Donc on n'a pas des serveurs qui tournent en attente d'être accédés pour une demande avec un usage partiel, etc. Et ça rend la consommation d'énergie extrêmement efficace en passant justement par des acteurs qui concentrent. Alors, puisque tu es lancé, Sylvain, sur ce sujet, tu peux peut-être nous expliquer en quoi Oracle est un acteur responsable aujourd'hui et engagé dans le développement durable. Effectivement, on avait travaillé sur ce sujet-là. Je vais partager mon écran sur ce thème-là, puis vous donner quelques éléments, même si j'ai un petit peu commencé à déflorer le sujet. Vous voyez mon écran ? Ouais. Oui, donc notre engagement, c'est d'aller en direction d'un green cloud. On a parlé de la façon d'engager les collaborateurs, mais évidemment, on a aussi la volonté d'essayer de fournir nos services de la façon la plus vertueuse et durable possible. Je vous donne quelques éléments de l'impact numérique, particulièrement en France. C'est 2,5%. Le numérique, c'est 2,5% de l'empreinte carbone en France. Si on regarde la consommation électrique, c'est 10% de la consommation électrique. Et sur les data centers, on est en croissance on va dire, importante sur ces périmètres-là. Et puis, si on regarde les équipements, alors on n'est pas forcément responsable des équipements, on va dire, terminaux, mais vous voyez qu'il y a
il y a 16% de cet impact numérique qui est porté par les data centers, d'où l'enjeu pour nous d'être très vigilants sur la façon dont on les opère. Notre raison d'être, je voulais la partager avec vous, c'est non seulement d'accompagner nos clients sur la transformation de leurs applications, mais c'est aussi d'avoir cette approche dans une approche d'innovation technologique qui soit verte, responsable, inclusive et qui favorise, on va dire, l'approche de transition écologique et durable. Donc il y a des choses sur lesquelles on a pris des engagements d'ici 2025, c'est de faire tourner l'ensemble de nos data centers partout dans le monde en énergie renouvelable à 100%. Le fait est que c'est déjà le cas en Europe. 100% de nos data centers en Europe fonctionnent avec de l'énergie renouvelable. Deuxième engagement, on attend d'ici 2025 à ce que 100% de nos fournisseurs aient mis en place un programme environnemental. On est déjà aujourd'hui à 93%. On a l'ambition de continuer à réduire notre consommation d'eau potable. On sait qu'il y a des enjeux très forts autour de la sobriété de la consommation d'eau potable. Je vous donnerai quelques exemples juste après. Et effectivement aussi autour de la réduction des émissions, particulièrement en réduisant les transports aériens. On était des consommateurs, on va dire, assez importants de mobilité aérienne. Aujourd'hui, on travaille drastiquement en remote, ce qui nous permet de faire des économies très importantes sur ce volet-là. Deux autres éléments. On transforme aussi l'alimentation de nos bureaux. On passe en énergie renouvelable. Là aussi, on est déjà à 55 bureaux sur l'ensemble, c'est à peu près 25% de nos bureaux. Et on a aussi une activité de distribution, de conception et de distribution de matériel informatique. Je vous disais qu'on n'est pas seulement un éditeur, on est aussi un acteur technologique. On fabrique nos propres serveurs. Et donc, on a travaillé à une approche beaucoup plus recyclable de nos matériels, à la réduction, on va dire, aussi des coûts liés à la logistique. Je vais aller plus rapidement sur ces sujets-là, sur la réduction on va dire, des gaz à effet de serre. On a déjà observé, on va dire, des réductions importantes. Sur la consommation d'eau potable aussi, vous voyez, la courbe est très claire sur ces sujets-là. Sur la consommation d'énergie aussi, ça je l'ai évoqué aussi oralement. Ce que je voulais partager avec vous, c'est une approche, on a ouvert deux data centers, un à Paris et un à Marseille. Donc évidemment, ils tournent en énergie renouvelable, j'avais évoqué le point. On parlait de l'efficacité énergétique, vous avez le descriptif qui est ici. Maintenant, sur le quatrième point, ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir exploiter, on va dire, l'énergie qui est générée par les data centers, enfin la chaleur qui est générée par les data centers pour chauffer des bâtiments à proximité. Et on a mis en place, par exemple, à Marseille, dans notre data center de Marseille, une technologie qui s'appelle le river cooling, et qui consiste en fait à aller exploiter des sources d'eau qui sont à une faible température, ici à 15 degrés. On va en fait puiser l'eau dans un site industriel qui est à proximité de notre data center, dans les mines de Gardanne. Il y a des eaux de ruissellement qui sont impropres à la consommation humaine, mais qui ne sont pas polluées, elles sont juste impropres à la consommation. Et cette eau, on va la puiser. Elle va faire le trajet jusqu'à nos data centers dans un ouvrage souterrain. Elle va servir à refroidir nos data centers. Elle va monter en température, à une température proche de 50 degrés. Et cette eau qui va ressortir de nos data centers va servir à chauffer en hiver la cité universitaire qui est à proximité de nos data centers. L'eau va du coup ressortir rafraîchie et elle va être rejetée en mer à ce moment-là à une température qui sera la température ambiante. Donc on est sur une approche ici, on va dire, très réfléchie, on va dire, et intégrée du data center et de la façon dont l'énergie qu'il génère peut être utilisée à des fins
d'alimentation, on va dire, des locaux qui sont à proximité. Voilà pour ce petit aparté sur la façon dont Oracle entreprend, on va dire, une démarche qui nous semble durable sur la fourniture de nos technologies. Alors forcément, j'ai Isabelle qui nous dit rejet en mer. Bah oui, rejet en mer, puisqu'on n'est pas sur de l'eau polluée. C'est pour ça que je précisais ce point-là dès le départ, parce qu'effectivement, j'ai eu la même réaction que vous à la base. C'est une eau de ruissellement. C'est-à-dire c'est une eau qui était destinée de toute façon à pénétrer dans les sols et aller jusqu'en mer. Et elle est, encore une fois, impropre à la consommation, mais elle n'est pas polluée. Alors, il y avait une question qu'on n'a pas pris tout à l'heure de Léo sur la partie qui nous dit pour la partie associative, est-ce juste une mise en relation avec des tiers ou bien l'entreprise est investie dans le choix des associations, le suivi des actions menées? Tu sais, quand Jessica, tu prenais l'exemple justement de convertir les points, j'imagine que chaque entreprise a sa propre stratégie et choisit les associations avec lesquelles elle va travailler. En général, effectivement, c'est une sélection, alors soit par j'allais dire des entités dédiées de l'organisation comme des fondations, et cetera. Et l'idée, c'est de vérifier, de valider chaque association pour voir si c'est conforme, en fait, par rapport aux valeurs de l'entreprise. Et puis ensuite, choisir les investissements, effectivement, qu'on va faire. Parce que c'est un investissement quand même, soit en mécénat de compétences, soit souvent aussi en monétaire de la part de l'entreprise. Je rebondis aussi sur une question que j'ai lue dans le chat qui était sur le nombre de salariés qui utilisent cette plateforme. Pour vous dimensionner au niveau mondial, la plateforme HCM Cloud sur laquelle est configuré ce qu'a présenté Jessica, elle est utilisée par à peu près 45 millions de salariés dans le monde, chez nos 3500 clients. Et la partie expérientielle qu'on a développée il y a maintenant un an et demi, est adoptée à hauteur dont on estime 70% de nos clients. C'est un des sujets qui fait le plus de buzz dans nos clubs utilisateurs, parce que évidemment chaque client se l'approprie, le configure d'une façon qui lui est propre, et ça anime beaucoup les échanges entre nos clients sur la façon d'utiliser. Ouais, ça crée. Tu peux voir éventuellement un exemple si tu veux, Christophe. Ouais. Alors, je peux vous montrer un exemple. Cette fois-ci plus basé sur le cas du volontariat. Donc là, on est en live sur l'application. Donc on va commencer dans la peau d'un RH qui veut communiquer sur la partie, on va dire, bien-être au travail. Donc il a ici une notion de campagne. Donc, dans sa campagne sur le bien-être, il a accès donc à des formats de mail qu'il peut créer dans cet environnement. Là, on est dans le SIRH. Hein. Donc il crée ses emails dans le SIRH. Il a accès à des emails qu'il a déjà lancés sur une campagne autour du bien-être, avec les indicateurs de nombre d'emails lancés, 12 400 sur sa cible. Ici, il a ciblé essentiellement les salariés sur le territoire américain, en excluant les contracteurs. Donc, vous voyez, il y a aussi accès à tous les critères. Il a accès à tous les critères du SIRH ici. Donc, il aurait pu mettre n'importe quel type d'information ou de champ qui est géré aussi bien dans la partie gestion administrative que, par exemple, dans des campagnes qu'il aurait réalisées sur les entretiens annuels, sur la rémunération, sur des compétences détenues. Tous les critères sont accessibles. Et il peut suivre donc le nombre de personnes qui ont ouvert son email et ce qui a été cliqué dans son email, parce qu'ici, il avait mis un vote. On verra tout à l'heure les résultats du vote. Il va pouvoir, par exemple, créer un autre email qui est ici, qui est en cours de création sur l'investissement des collaborateurs dans le volontariat en entreprise. En fait, la première chose qu'il va faire, c'est de communiquer sur le fait que l'entreprise a mis en place un accord qui permet à chaque collaborateur d'accéder à X jours de congés payés ou de RTT dédiés
au volontariat. Donc ça, c'est un premier point, c'était celui qu'on évoquait tout à l'heure, ou en ouverture, c'était de se dire, il y a des choses qui existent en entreprise, et il y a souvent un écart assez important entre ce qui est disponible, existant, et la compréhension ou la connaissance que les collaborateurs en ont. Donc on essaye ici vraiment de bien communiquer vers les bonnes personnes sur ce qui existe, et les collaborateurs vont recevoir ce type d'email. Donc vous voyez, c'est très fini, on va dire, dans le format, avec tout l'habillage qu'on peut imaginer et qu'on aimerait tous avoir, je pense, dans nos organisations. Donc là, il va lancer un email de test, et en revenant sur sa plateforme, il va aussi pouvoir voir sur le précédent email qu'il avait envoyé combien l'ont ouvert. Donc il a ouvert à 92%, combien ont cliqué, et sur les 3 options qui étaient proposées, sur quoi est-ce que les collaborateurs ont voté. Donc c'est un outil de communication en premier lieu. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, du RH. Maintenant, on va se mettre dans la peau du collaborateur. Donc le collaborateur a reçu un email, il a reçu l'email en question. Il se souvient qu'il y a des jours d'absence qui peuvent être utilisés pour les consacrer à du volontariat en entreprise. Lui se connecte dans sa plateforme, son portail collaborateur. Il a accès à ce type de self-service. Et il a ici la possibilité de poser une absence. Au moment de poser son absence, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui redonner du contexte, en fait. Quelle est la motivation, en fait, que ce collaborateur a au moment où il veut poser une absence. Donc, soit parce qu'il veut s'engager pour du volontariat, soit pour maladie, pour un congé parental, pour une absence de longue durée. Voilà. Il peut y avoir de multiples raisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, il va se positionner sur l'absence pour volontariat. Et donc, on retrouve ce parcours, on va dire, vraiment guidé de la façon dont il va pouvoir s'engager sur ce sujet. Donc, première chose, on va lui proposer la vidéo corporate qui présente les actions de volontariat des collaborateurs, ce sur quoi ils sont engagés, sur quel thème, on va dire, l'entreprise met le focus. On va aussi lui donner un accès aux questions qui sont fréquemment posées, le temps auquel il a droit, comment le déclarer, quelles sont les causes qui sont soutenues. Et puis ensuite, on arrive dans la transaction en tant que telle, donc le fait de poser cette absence, et on va lui rappeler, par exemple, les différents types d'absence. Donc vous voyez qu'on met beaucoup d'attention, pas seulement à saisir l'information, mais à expliquer le contexte dans lequel on est, quelle information et quoi déclarer et comment. Donc ici, le volontariat, voilà, comment est-ce que ça s'utilise. Donc je vais déclarer le volontariat, mon absence demain. Et puis, vous voyez qu'ici, j'ai mon compteur. Là, j'ai droit à 40 heures d'absence. J'en utilise 8, il m'en reste 32. Je valide ça. Et je suis engagé. Et puis, on me rappelle que ces actions de volontariat, il y a aussi une suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis engagé avec mes collaborateurs sur une des causes qui me tenait à cœur, valoriser et mettre en avant cette démarche-là pour la promouvoir en interne ou en externe, c'est important aussi. Et donc, on rappelle qu'il y a un canal de partage de ces informations sur Slack. Et là, on va pouvoir terminer les actions. Voilà un autre exemple dans le cas du volontariat, de la façon dont on peut orchestrer les choses pour faire en sorte qu'un accord d'entreprise se retrouve, je dirais, transformé en quelque chose de lisible pour les collaborateurs et actionnable. Alors moi, ce qui m'intéresse toujours là-dedans, excuse-moi Jessica, c'est la capacité de pouvoir communiquer auprès des collaborateurs avec quasiment une solution marketing qui est embarquée dans la solution Oracle, d'envoi d'email, qui a finalement les mêmes fonctionnalités qu'un Mailchimp, qu'un Sendinblue, que de solutions. En fait, je pense que c'est c'était l'étape attendue. On a déjà, je dirais, emprunté beaucoup d'approches de marketing dans la transposition de la relation client vers une relation collaborateur plus, une expérience client vers une expérience collaborateur. Donc, il était assez naturel que les collaborateurs s'attendent aussi à ce qu'on leur envoie des informations qui sont pertinentes par rapport à eux, leur statut, leur contexte.
Et je pense que pour les RH, je pense qu'il y a beaucoup de RH qui se privent de pouvoir communiquer parce Ouais. que on sait que c'est désagréable pour les collaborateurs de recevoir une sollicitation sur un thème qui ne les concerne pas. Et le temps passé pour essayer de retransposer dans l'outil de mailing les listes des personnes qui sont éligibles peut être très compliqué. Donc là, on a décidé de l'intégrer nativement. Ça participe au fait de pouvoir pousser les bonnes actions, les bonnes campagnes vers les bonnes personnes. Et puis c'est un super outil aussi pour mettre en avant ce que fait la fonction RH. Parce que Ouais. comme tu l'as dit auparavant, je connais encore beaucoup de DRH quand ils doivent faire ce type d'action, il faut aller voir le marketing, il faut aller voir la DSI pour extraire un fichier. Enfin, c'est d'une complexité sans nom, ça prend des jours. Exactement. Euh, Là, c'est nativement intégré, puis surtout, ça rétablit un canal de communication bidirectionnel, puisque comme on le voyait, les collaborateurs peuvent aussi voter et s'exprimer sur ces sujets-là. Je vois des questions sur la partie vie privée des collaborateurs via la Peut-être que c'est plateforme. Jessica qui voulait prendre la parole. Oui, je veux juste rebondir par rapport à ce que tu nous as montré, Sylvain, parce qu'en fait, il y a aussi l'autre enjeu qui est de passer de l'exceptionnel au business as usual. Et comme on a une audience RH là dans le webinar, l'idée c'est aussi de faire rentrer dans les processus existants RH différents moyens d'intégrer ces actions-là. Donc tout à l'heure, je n'ai pas montré un des assets qu'on avait développé avec Oracle qui est Inclusive HR. Je vais partager 2 secondes mon écran. Donc c'est pas ça. Et qui consiste en fait à intégrer dans les processus, par exemple de recrutement ou des processus de promotion ou d'évaluation de la performance, toute la dimension inclusion et diversité. Donc typiquement, recrutement, onboarding des nouveaux collaborateurs sur la partie apprentissage sur la partie diversité inclusion, gérer les plans de succession, rewarder tout ce qui est autour de l'inclusion. Et en fait, on va, à partir des données qui sont présentes dans le SIRH, donc dans Oracle, créer en fait des différentes KPI qui permettent de prendre des décisions en conséquence. Et donc de se dire, par exemple, sur la diversité des genres. Passer en plein écran, Jessica ? Pardon ? Est-ce que tu peux passer en plein écran ? Ah pardon, excuse-moi. Hop, voilà, vous voyez ? Donc on va pas parler effectivement forcément de l'ethnicité, ça c'est plus propre aux États-Unis, mais des KPI qui sont sur le genre et de se dire, OK, par rapport aux candidats qu'on a reçus, voilà, on a autant de femmes que d'hommes ou pas, par rapport aux candidats qu'on a recrutés, etc. Et puis, sur, par exemple, les plans de succession, se dire exactement la même chose. C'est quels sont les best fit candidates, donc les candidats qui seraient le plus éligibles par rapport à des considérations, des critères de diversité et d'inclusion. Donc c'est une façon en fait, d'intégrer dans les processus, donc dans le business as usual, différents volets qui, du coup, les processus en fait font que ça devient une partie de la culture en fait de l'entreprise et de l'ADN de l'entreprise. Voilà, je voulais vous mentionner. Ça marche. Frédéric demande combien de temps pour implémenter un outil comme Oracle, j'imagine. Tout dépend. Ouais, je peux donner quelques exemples. On a sur une société de 1500 personnes, un contexte international, je crois qu'il y a 10 ou 12 pays. On est en train de passer live actuellement là sur un de ses clients. Le périmètre, c'est la gestion administrative, talent, performance, formation et recrutement. Il aura fallu entre 7 et 8 mois. Donc ça vous donne l'ampleur. Alors je vous parle de cette partie-là parce que c'est le socle sur lequel on peut poser cette couche, on va dire, expérientielle. La partie expérience est configurable par les RH eux-mêmes, donc c'est vraiment très simple. Les parcours, c'est ce que l'on voit dans la configuration, c'est ce que l'on voit dans la présentation qu'on vous a faite tout à l'heure. Donc c'est très rapide. Ça marche, super. Je vois qu'on touche à la fin de ce webinaire. Rappelle quand même, Sylvain, la solution Oracle aujourd'hui, elle s'adresse à qui ?
Elle s'adresse à toutes les organisations qui ont plus de 500 collaborateurs, je dirais, qui cherchent une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir proposer une expérience unique à leurs collaborateurs, avec depuis le recrutement jusqu'au départ et avec toute la partie expérience qu'on a vue aujourd'hui. Ouais, parce que j'ai beaucoup de RH des fois qui me disent: «Ah, tu fais des webinaires avec Oracle, mais nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on est 900, par exemple». Alors, on a des clients qui font moins de 900 personnes. Donc, Non, mais dans l'imaginaire des gens, voilà. c'est On était là important pour. de rappeler, C'était l'ambition aussi de cette présentation, c'était de montrer aussi que c'est accessible, c'est rapide à implémenter, c'est complet. Et évolutif, je pense, c'est un des points aussi. Ouais. Eh ben, je vous remercie. Merci Jessica. Merci. Merci Sylvain. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.